Ah, Noël. Pour certaines personnes, cela rimera peut-être avec cadeau, repas qui ne termine jamais ou bien même blague de l'oncle raciste. Mais force est de constater que Noël n'a plus la même saveur que lorsque vous n'étiez que de petits enfants emplis d'innocence et de hâte en sachant le réveillon approcher. Mais il est vrai qu'à chaque arrivée de la saison, nos yeux se tournent vers cette panoplie de films promouvant la magie de Noël et ses ambiances. Des films qui, par leur rapport avec Noël, n'ont pas eu tant de mal que ça à trouver un large public au vu de leur ambiance féerique tirée de cette fête. Ils ont même pour certains marqué d'une trace indélébile notre vision de Noël, alimentant un stéréotype ou des clichés, altérant au fur et à mesure de nos visionnages notre manière de fêter la naissance du Christ. Cependant, malgré la liste interminable de films se rapportant à Noël, un seul et unique long métrage me vient à l'esprit quand arrive le moment de fêter. Un voyage onirique, une ambiguïté entre la réalité et le rêve, un train presque fantomatique, un contrôleur qui nous incite à monter. Je parle bien évidemment du Pôle Express. Une œuvre controversée, une ambiance indescriptible, des personnages étranges, des mystères sans réponse. Montons une nouvelle fois à bord du train qui chaque hiver s'anime sur nos écrans et perçons ensemble les mystères de ce train qui nous fait tant rêver que cauchemarder. Mais avant de percer les mystères de ce film, il faudrait d'abord savoir d'où est-il parti. Alors commençons par ses débuts et comprenons pourquoi est-il devenu un incontournable des fêtes. Le Pôle Express, c'est avant tout une adaptation. Une adaptation du livre, Le Boreal Express, écrit par Chris Van Allsburg en 1986. L'histoire et les visuels entre l'œuvre originale et le film resteront assez fidèles. Le livre sera quant à lui très apprécié, via ses illustrations, décrites comme magiques et féeriques, que l'on retrouvera soigneusement dans le film sous de nouveaux angles. L'idée d'une adaptation sur grand écran sera initiée par Robert Zemeckis et Tom Hanks, tous deux étant de grands appréciateurs de l'œuvre, la lisant très souvent à leurs enfants respectifs. Ces deux hommes s'illustreront dans des œuvres communes, le Pôle Express étant leur troisième collaboration après Seul au monde et Forrest Gump. Votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il des passagers du Pôle Express qui désirent prendre une boisson chaude? Je m'en doutais. Robert Zemeckis lui pense qu'une adaptation en prise de vue classique ne serait pas convenable. Alors après concertation avec l'un de ses anciens collègues ayant déjà travaillé avec lui sur le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, il décide d'user d'une technologie encore dans ses balbutiements, la performance capture. C'est un procédé qui consiste à reprendre, via des capteurs, les expressions faciales et les mouvements des acteurs en version informatique. Selon lui, c'était l'outil idéal pour réaliser le film. Sauf que voilà, c'est un pari risqué. La technologie est nouvelle et la représentation de corps humain est encore très vague et irréaliste. Après, quand on se penche un petit peu sur le personnage, il est dans la nature de Zemeckis de se lancer de nouveaux défis et d'impressionner avec toujours plus de nouvelles avancées dans le domaine des effets spéciaux. Retour vers le futur, l'une de ses œuvres, sera un très bon exemple pour l'époque. Tom Hanks, quant à lui, jouira de 5 rôles différents dans le film. Citons alors le jeune garçon et son père, le chef du train, le Père Noël, Coucou. la marionnette de l'enfer, et ce fameux vagabond. Ce choix d'homogénéisation d'acteurs pour plusieurs personnages sera d'ailleurs source de doutes et de plusieurs théories, mais on y reviendra. Mais ce qui fait la différence entre un bon et un excellent film, c'est sa bande-son, qui quant à elle sera entièrement composée par Alan Silvestri, connu pour cette bande-son-là, celle-ci, ou bien encore celle-là. Malgré quelques créations originales, l'œuvre sera agrémentée de plusieurs chansons de Noël iconiques et déjà existantes, accentuant l'ambiance et la magie qui s'en dégage. Après avoir réuni une équipe solide, passons à la production de l'œuvre et voyons le résultat. Il faudra au total 11 mois de tournage pour prendre l'entièreté des scènes en performance capture, avec un budget qui atteindra les 165 millions de dollars pour donner vie à ce périple glacial.
Pour vous donner un ordre de grandeur, Toy Story premier du nom, véritable pionnier dans l'animation 3D, aura lui coûté au total 65 millions de dollars. Avec tout ça, le Pôle Express était un pari risqué. Une nouvelle technologie, un budget colossal malgré une équipe de choc, le public sera mitigé. Le Pôle Express obtiendra près de 316 millions de dollars de recettes mondiales. On pourrait crier victoire, mais malgré un film qui reste rentable, on s'attendait à un plus grand succès au sein de l'équipe de production. Quant aux avis du public, ils sont, comme dit précédemment, assez mitigés. Une moyenne de 56 sur 100 sur Rotten Tomatoes, cela lui offre une note de 6,4 sur 10, qui, malgré qu'elle ne soit pas foncièrement mauvaise, ne sera pas assez bonne pour crier à la nouvelle révolution du cinéma. Bien que l'animation soit visuellement époustouflant dans l'ensemble, l'animation des personnages humains n'est pas assez réaliste et l'histoire est simpliste. Une dualité qui le suivra jusqu'à ce jour, les personnages faisant figure de poupées de chiffon, sans âme, maladroite et oppressante. Sur le papier, le Pôle Express est une semi-réussite cinématographique et technique d'une adaptation écrite. C'est sûr que le film a ses défauts, pourtant il garde aujourd'hui une place toute particulière dans l'esprit des gens. Il est devenu un incontournable des fêtes, la promesse d'un voyage magique presque poétique à bord d'un train de légende. Des paysages magnifiques outre les personnages et des aventures palpitantes avec de belles pointes d'originalité. Cependant, n'avez-vous jamais ressenti, malgré ces allures de film de Noël tout public, un sentiment d'étrangeté ou de malaise ? La scène de la marionnette reste un des exemples les plus connus. Pourquoi avoir mis cette scène si le film est destiné aux enfants ? Sans compter les mystères qu'englobe ce vagabond au-dessus du train, ou bien même les origines et intentions de ce contrôleur. Le Pôle Express est pour moi une question énigmatique depuis tout petit, que ce soit le train, matériellement parlant, ou ses personnages et le message que le film essaye de nous faire passer. Ce n'est pas juste un film de Noël, non. C'est une réflexion bien plus profonde sur nos croyances. Mais avant de surinterpréter et de théoriser pour essayer de comprendre et d'en savoir plus, penchons-nous déjà sur ce qu'est le Pôle Express ferroviairement parlant. Commençons par le point le plus important, la motrice de tête, et motrice tout court car il n'y en a qu'une. C'est un modèle à vapeur, comme vous avez pu le deviner, inspiré par un modèle Berkshire-Kupper maquette numéro 1225, daté de 1941. Outre le fait que cette info soit pertinente que pour les amateurs de chouchou, dont je fais partie, on peut confirmer que l'intrigue même de l'histoire se déroule durant la moitié du XXe siècle, et qui, fidèlement au véritable lieu d'arrêt de ce type de locomotive, s'arrête dans le film lors de la prise de Billy, au 1344 Edbrook Avenue, à Grand Rapids. Et petite anecdote à ce propos, dans le film on peut apercevoir la maison de Billy, qui est décalquée presque trait pour trait de la véritable maison d'enfance de Robert Zemeckis, à cette même adresse à Chicago. Autre fait intéressant, nous pouvons observer cette subtile référence à Retour vers le futur via l'ajout d'un convecteur temporel. Une façon pour nous d'imaginer que l'objet permet ainsi au train de relier l'Amérique du Nord au pôle Nord en si peu de temps. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé comment étaient sélectionnés ces enfants qui montaient à bord. Je veux dire, le convoi n'a pas mis une voiture à l'instar d'un transpersonnage pour y abriter plusieurs centaines de personnes. Convoi qui d'ailleurs changera de nombre de voitures tout au long du film. On pourrait expliquer ces changements par de simples faux raccords si on veut. Autre question intéressante et que je me suis posée depuis longtemps, que devient le Pôle Express après sa tournée ? Et que fait-il le reste de l'année ? Cette question on peut y répondre un petit peu plus facilement parce qu'on a les éléments au sein du film. On peut voir les enfants arriver dans cette espèce de dépôt ferroviaire par accident et on peut donc en déduire que le Pôle Express y est stocké le reste de l'année. On pourrait également se demander quels sont les types d'entretien sur la locomotive au vu de sa nature magique, mais ce serait un petit peu trop rentrer dans les détails du monde ferroviaire. On vient de le franchir. Latitude 66 degrés, 33 minutes. Le cercle polaire. Et vous voyez, ces lumières au loin. On dirait les lumières d'un étrange paquebot voguant sur une mer gelée. Là, c'est le pôle Nord.
Après avoir énuméré les différents éléments qui composent le Pôle Express matériellement parlant, on pourrait enchaîner sur les personnages qui composent ce train. Comme cité précédemment, nous avons les enfants. L'histoire se concentre principalement sur 3 rejetons sur tous les gamins de ce train, mais commençons par notre protagoniste. Ce concept, lui, pas grand chose en fin de compte. On ne connaît même pas son prénom, seulement qu'il doute profondément l'existence du Père Noël et de la magie de ses fêtes. Le fait qu'il ne possède pas de prénom, et comme la plupart des personnages de ce film en fait, serait une histoire d'identification et permettrait à n'importe qui de s'identifier à ces personnages et en vivant l'aventure pleinement. Autre personnage qui accompagne notre protagoniste, sa camarade. Toujours aucun nom, juste un caractère amical et une tendance à diriger. Quant à Billy, déjà il possède un prénom, il n'a jamais vraiment fêté Noël. Il n'est pas réceptif à tout ça et nous laisse deviner qu'il provient d'un milieu assez populaire. Ce trio se montre assez représentatif de l'égalité qu'offre le Pôle Express. Riche, pauvre, extra ou introverti, filles comme garçons, tout le monde monte à bord pour une destination commune dans la hâte la plus sincère. Quand on s'attarde maintenant sur le personnel du train, on peut déjà citer le contrôleur. Pareil, pas de prénom, on sait de lui qu'il est chef du train, qu'il est de nature avenante malgré un strict presque militaire, et déteste presque autant les gamins qui s'amusent à tirer le frein d'urgence que le fait d'être en retard. Mais pas mal de théories sur lui donnent un passif assez ambigu, si je puis me permettre. On y reviendra. Vous l'aurez compris, le Pôle Express c'est une affaire de théorie. Le fait que l'on ne connaisse presque rien de la plupart de ces éléments amène à théoriser à outrance, sans avoir de réelle conclusion véritable. La question de la scène de la poupée par exemple. De ce qui a pu se dire, ce ne serait qu'un désir de la production d'implémenter cette terrifiante scène qui en aura traumatisé plus d'un. Super, merci de nous avoir traumatisés pour un rien, ça fait toujours plaisir. Mais même en sachant ça, des théories visant à connaître la véritable nature de cet ajout au film ont vu le jour. Et l'un des personnages le plus énigmatiques de tout le film, qui est le vagabond, plutôt comme il le dit si bien... En fait, je suis le roi du pôle Nord a eu le droit à des dizaines de théories, visant à expliquer son passé, le pourquoi du comment et ses disparitions étranges. Alors pour essayer de s'éclairer un peu, je suis allé voir sur internet toutes les théories farfelues qu'il y a pu avoir. Et certaines sont vraiment pas déconnantes. Et si vous le voulez bien, on va se faire une petite liste de 3 théories qui m'ont pas mal plu. Théorie 1, le fantôme du tunnel plat. Quand le jeune garçon discute avec ce vagabond et que celui-ci s'en va pour revenir en posant une ultime question, il lui demande « Est-ce que tu crois aux fantômes ?» Le garçon répondra que non. S'ensuivra alors la descente à ski de tout le train, pour terminer sur l'ultime saut dans le tendeur, le wagon à charbon si vous voulez, pour éviter de finir écrasé sous le tunnel. La théorie suggère que cet homme est un fantôme d'un mort écrasé sous le toit du tunnel plat hantant encore ce train. Le moment de sa disparition serait alors l'instant de sa mort, détail troublant lorsque le petit garçon lui demande pourquoi doivent-ils atteindre la locomotive. L'homme lui répond avec exactitude la distance qui sépare le toit de ce train et la voûte du tunnel plat. Une phrase qui pourrait témoigner d'un certain vécu. Théorie numéro 2 serait une version de l'histoire où ce fameux vagabond, qui serait cette fois non pas forcément un fantôme d'un homme mort, mais plutôt un reflet d'un adulte amer, n'ayant pas pu voir le Père Noël et condamné à essayer de le rencontrer. Reflet même de ce qu'aurait pu devenir cet enfant. C'est ainsi que vous commencez à comprendre le problème du Pôle Express. En fait, tout est fait pour nous embrumer. Tout est ambigu et c'est bien fait exprès. Dès le début, on nous brouille la limite entre le réel et le rêve. Tout est brumeux et nébuleux, on essaye de trouver des pistes, des traces et on théorise sur un chemin vers le rationnel. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. La vérité, c'est que tout ça, on le voit et on doute parce qu'on choisit d'y croire. Croire est le mot qui définit le mieux ce film, c'est en fait même sa morale. Croire en l'avenir, croire en l'amitié et la famille, croire en l'amour, croire en une idée, une idéo, croire en Dieu, croire en une personne, croire en soi-même. N'était-ce pas ce fantôme qui répliqua au jeune garçon ? On ne croit que ce que l'on voit. J'ai pas raison. Sauf que dans ce cas-là, on ne croit que ce que l'on voit parce qu'on choisit d'y croire.
Tous ces Noëls passés dans l'innocence infantile, ces Noëls qui paraissent plus beaux et magiques, et pas seulement en le Père Noël, mais en vos proches, votre famille et en l'amour qu'on vous portait. Le Pôle Express, c'est cette dualité entre le froid glacial et l'amertume de la rationalité extrémisée de l'âge adulte, et la magie réconfortante de la croyance et de l'émerveillement de l'enfance. Car même si vous pensez que c'est trop tard et que maintenant que vous avez grandi, tout peut paraître fade, n'oubliez pas que, qu'importe votre âge, vous ne restez que des enfants plus âgés. C'est seulement à vous de choisir de croire. Ce train n'apparaît que pour ceux qui veulent le voir en y croyant, pour ensuite s'émerveiller de lui, de son chemin et de sa destination. Ce n'est pas une œuvre fixe. C'est un film qui prendra la forme et la destination que vous lui avez donnée. Alors peu importe que ce film vous ait effrayé en étant petit, ou qu'il vous fascinait et vous transportait à travers ces paysages désolés, chaque année encore il passera à nouveau en bas de cette porte, parce que vous aurez décidé d'y croire une fois de plus.